Bonsoir, bienvenue à une nouvelle édition de l'Échiquier. Un déplacement suscitant beaucoup de commentaires. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son voyage d'État en Russie où il s'est entretenu avec les hautes figures de la politique décidée à Moscou, dont le président russe Vladimir Poutine. Entre deux entretiens, le chef de l'État algérien convié à une rencontre économique à Saint-Pétersbourg, l'occasion d'évoquer un souverainisme algérien à l'aune des relations internationales. Par ailleurs, au sortir de la crise ukrainienne, espérons-le proche, c'est tout l'échiquier mondial qui risque d'être chamboulé, surtout économique, dans lequel l'Algérie compte bien trouver sa place avec un acronyme de 5 lettres, les BRICS. L'Algérie vient de déposer officiellement une demande d'adhésion. L'Algérie et les BRICS, c'est le monde de demain, thématique de votre échiquier du jour. On en parle dans quelques secondes. Nous le disions, le monde de demain, où la conjugaison des superpuissances et autres acteurs économiques qui montent, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et d'autres puissances, on pense à l'Algérie ou encore l'Égypte, lesquelles comptent bien peser dans la dialectique des rapports mondiaux de demain. Comment et pour quels résultats? Pour en parler avec nous, tout d'abord Jacques Sapir, économiste spécialiste de l'économie russe. Bonsoir Monsieur Sapir. Monsieur Sapir, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, oui, je vous entends parfaitement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, Hassan Qassimi, expert en géopolitique. Merci d'être des nôtres, monsieur. Bonsoir. Mais avant les échanges, je vous laisse écouter Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, nous parler des BRICS. Dans le contexte des actions de l'Occident, nos pays, ainsi que tous les États de la majorité mondiale, devraient rechercher activement des réponses communes, universelles, aux défis de notre époque. Il s'agit notamment des tentatives visant à saper les fondements de la sécurité collective, égale et indivisible, des conflits régionaux, du terrorisme international, de la criminalité transnationale, y compris l'utilisation criminelle des technologies modernes. Dans ce contexte, nous nous félicitons de la tenue d'une session médiatique distincte dans le format des Amis des BRICS, à l'invitation de pays partageant les mêmes idées. Alors, Monsieur Sapir, commençons par vous. Vous avez beaucoup critiqué la crise du capitalisme. Vous êtes aussi inscrit en faux dans ce qu'aucuns nomment la mondialisation heureuse pour réhabiliter l'État que les libéraux honnissaient. Mais faire partie des BRICS n'est-il pas, d'une certaine manière, une forme de plaidoyer pour une mondialisation bis ? Alors, oui, on pourrait le penser. Je pense que, pour ma part, la bonne formule est celle qui a été évoquée par des collègues du Club Valdai, et ils ont dit le monde n'est plus globalisé, au sens où il n'est plus soumis à une règle unique. Chaque pays entend fixer ses propres règles à l'intérieur, mais il est connecté, ce qui va nécessiter évidemment de construire maintenant de nouvelles règles communes et qui soient acceptées par tous. La période où des pays, l'Angleterre à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, les États-Unis pendant le 20e siècle, pouvaient imposer d'une certaine manière leurs règles, pouvaient dicter ce qu'il fallait faire à l'ensemble des pays. Cette époque est globalement finie, elle est globalement révolue. Mais ça veut dire qu'il va falloir discuter, trouver des points d'accord, trouver des points de moindre désaccord aussi entre certains pays. Et si vous voulez, le fait que des pays qui se sont affrontés, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, aient demandé simultanément à rejoindre les BRICS, eh bien, ça prouve que les BRICS peuvent peut-être être justement ce forum qui permettra d'unir, d'une certaine manière, toutes les bonnes volontés qui existent dans le monde. On va en parler. Monsieur Qassimi, au fond, l'Algérie, de par son histoire, n'a jamais répondu aux sirènes de la mondialisation économique. Cette privatisation à tout crin, la dérégulation sauvage, ce mythe du doux commerce où l'État perdait de sa substance au profit du marché. Pourquoi, selon vous ? Vous savez, avec la mondialisation, l'État régalien est battu en brèche dans toute sa composition et dans toute sa dimension. Vous devez savoir que maintenant, nous sommes dans une mondialisation où le leadership est exercé par l'Occident.
Malheureusement, l'Occident refuse de revoir sa copie et d'aller vers un autre monde. Et là, on se pose beaucoup d'interrogations. L'Occident est responsable du désordre et de l'instabilité qui se répand de plus en plus dans le monde et qui provoque un peu la détresse des populations aussi bien occidentales que les populations du reste du monde. Vous avez vu une mondialisation productrice de guerre. La guerre d'Ukraine n'est que le résultat d'une évolution ultime et perverse de la mondialisation dont le moteur est la doctrine, comment peut-on appeler cela, la doctrine mercantiliste, ultralibérale, qui se manifeste par des violences et des brutalités inouïes en procédant à des occupations de territoire et à la provocation de chute des États. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye, en Yémen. Et tout cela n'est rien d'autre que le résultat d'une économie mercantiliste mondiale qui produit des instabilités et qui produit des insécurités. Bien sûr, il y a des volontés de vouloir revoir un peu ce schéma de gouvernance mondiale, mais quand on voit un peu les réticences et les déclarations des nations nantis, on s'aperçoit qu'ils veulent continuer à exercer malheureusement le leadership mondial par la violence et par la déstabilisation. Voilà en quelques mots, en guise d'introduction et d'observation préliminaire sur le sujet, avant, si vous voulez, qu'on aborde d'autres problématiques aussi importantes. Monsieur Qassimi, justement, l'Algérie a demandé en novembre dernier une adhésion officielle aux BRICS. Pouvez-vous nous rappeler les conditions d'adhésion et quel type de réforme peut-être faut-il mener pour faire partie du fameux acronyme ? D'abord, ce qu'il faut souligner, et ce qui est important, les BRICS, ce n'est pas une organisation comme l'Union européenne, qui est une organisation supranationale, qui dispose de structures et d'une organisation devant gérer un peu le devenir, le futur et l'organisation de toute l'Europe. Maintenant, les BRICS, c'est un forum pour le moment qui est économique, qui, on verra avec le temps et avec, bien sûr, les nouveaux défis qui vont se poser, comment le BRIC et les BRICS vont évoluer. Pour le moment, les BRICS, c'est un peu plus de la moitié du PIB mondial. Mais quelles sont les conditions pour adhérer, pour y adhérer ? Laissez-moi terminer mon raisonnement. Donc, une population qui est aussi 45% de la population mondiale. Donc, les BRICS ont des ambitions de vouloir un peu aller vers une autre conception, une autre démarche, une autre stratégie de gouvernance mondiale. Ce qui fait que nous sommes actuellement dans une phase de confrontation et bien sûr, ce n'est pas encore la mort de l'unipolarisme et de l'unilatéralisme occidental qui continue à dominer le monde, mais il y a des frictions, il y a des confrontations qui sont les prémices d'une évolution vers un monde multipolaire où, bien sûr, nous devons évoluer vers une autre forme d'organisation de la gouvernance mondiale qui sera plus juste, plus équilibrée et qui produira moins d'instabilité et moins d'insécurité. Maintenant, pour les conditions, bien sûr, il faudrait savoir que les BRICS ont des exigences, un cahier des charges et sur le plan économique, les États doivent répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir être éligibles à l'entrée dans ce forum économique. Maintenant, pour l'Algérie, elle a fait une demande et pour le moment, la prochaine réunion devra se faire dans quelques mois. Et là, on verra si l'Algérie sera peut-être fera son entrée ou alors sera comme simple observateur
en Parfait. attendant de répondre à toutes les exigences de cette organisation. Monsieur Jacques Sapir, dans un de vos ouvrages, La démondialisation, justement, vous démontriez que le commerce parfois se substitue à la guerre, puisque les puissances dominatrices sont usées de leur force pour ouvrir des marchés et parfois modifier comme il leur convenait des termes des échanges. Donc faire partie des BRICS serait synonyme d'anticorps contre ces guerres économiques. Oui, c'est évident. C'est évident. Et vous savez, c'est quelque chose de très ancien. Il faut se rappeler comment les États-Unis ont ouvert, entre guillemets, l'économie japonaise. C'est avec une escadre américaine qui, dans les années 1860, a bombardé des ports japonais et s'est imposé d'une certaine manière au Japon. Donc oui, il y a toujours eu, si vous voulez, il y a toujours eu cette espèce de mélange entre l'action militaire et l'action économique. Et c'est justement à cela que les BRICS entendent d'une certaine manière porter un remède, apporter une réponse. Et de ce point de vue-là, il est quand même important de voir que depuis 2017-2018, le PIB des BRICS est devenu supérieur au PIB du G7. C'est une date qui est extrêmement significative. Donc c'est là où on voit que les BRICS ont commencé à devenir réellement quelque chose de très important au niveau mondial. Et évidemment, maintenant, avec le nombre des pays qui souhaitent adhérer aux BRICS, alors je ne dis pas qu'ils vont tous adhérer aux BRICS immédiatement, bon, il va peut-être y avoir un petit peu de temps qui va se passer. Le ministre des Affaires étrangères indien a dit qu'il y avait 19 pays. Sur ces 19 pays, il y en a 7 ou 8 qui sont clairement identifiés. Eh bien, on voit bien, évidemment, qu'il y a une volonté de pays du Sud. Certains sont très développés, d'autres le sont moins, mais ont des programmes pour développer leurs économies. Il y a une volonté de la part des pays du Sud de rejoindre une organisation qui, et ça, votre autre invité l'a parfaitement dit, qui n'est pas une organisation supranationale, qui n'entend pas se substituer aux États, qui entend au contraire permettre à la logique des États de fonctionner et de fonctionner en coopération. Donc, justement, M. Sapir, je vous coupe pour vous poser la question pour continuer votre raisonnement. Au fond, pourquoi adhérer aux BRICS pour nos téléspectateurs quand on fait partie de deux grandes puissances que sont la Chine et la Russie? Des puissances moyennes auraient-elles les coups des franges pour faire entendre leur voix? Eh bien, je dirais que plus il y aura de puissances moyennes, plus elles seront fortes. Vous savez, ce que ne voulait pas la Russie, c'était d'une organisation dans laquelle elle aurait été en tête-à-tête avec la Chine. C'est pour cela que la Russie a fait en sorte que l'Inde se décide à adhérer aux BRICS, puis le Brésil, puis l'Afrique du Sud. Et donc, déjà, si vous voulez, je ne dis pas que ça dilue l'importance chinoise. La Chine est de toutes les manières un partenaire majeur au sein des BRICS. Tout le monde l'admet, les Russes les premiers, mais ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas un partenaire qui peut d'une certaine manière faire comme ce qu'ont tenté de faire les États-Unis, c'est-à-dire de prendre le contrôle de cette organisation et de s'en servir à ses propres fins. Et d'une certaine manière, plus il y aura de pays qui vont adhérer aux BRICS, et plus, d'une certaine manière, le pouvoir de la Chine va être, je dirais, contrebalancé par tous ces pays. On voit très bien l'adhésion de l'Iran, un pays qui est plutôt proche de la Russie, l'adhésion de l'Arabie saoudite, un pays qui peut avoir ses divergences avec la Russie, mais qui a aussi de très nombreuses coopérations. Par exemple, dans le groupe OPEP+, c'est des choses qui sont très importantes. Même chose, la possible entrée de l'Argentine, du Mexique, de l'Indonésie, et puis bien sûr, les candidatures de l'Algérie, de l'Égypte. Tout ceci est en train de créer un contexte dans lequel on voit bien que les BRICS vont être, d'une certaine manière, obligés de fonctionner sur une forme de consensus. Parfait. Alors, bien sûr, il y a un pays qui est très important, c'est la Chine. Tout le monde le reconnaît, que ce soit financièrement, que ce soit économiquement, ça ne fait absolument aucun doute, mais ce pays est d'une certaine manière contraint
de négocier avec tous les autres. Alors, Monsieur Qassimi, je reviens vers vous. L'Algérie a demandé officiellement son adhésion au groupe des BRICS. Il y a eu sur la scène politique algérienne une certaine euphorie de certains économistes ou autres figures politiques, mais aussi des grincements de dents chez d'autres, sans oublier les interrogations sur l'intérêt d'une telle démarche soulevée par des partis de l'intérieur du pays. Pourquoi, selon vous ? Vous savez, je vais vous dire une chose qui est très importante. C'est que les BRICS, leur doctrine, si on peut dire, il y a une doctrine des BRICS et là, il faut absolument réfléchir sur ces problématiques. Mais le plus important, c'est que les défis futurs ne sont pas des défis idéologiques. Ce sont des défis économiques auxquels ces pays-là qui sont dans cette organisation, dans les BRICS, ou qui aspirent à rentrer dans ces BRICS, ont certaines aspirations et des ambitions qui sont légitimes, à l'exemple de l'Algérie. Vous avez entendu le président de la République dire clairement lors de ces conférences de presse qui ont été tenues en présence de Poutine en Russie, dire que l'Algérie voulait intégrer ce forum économique pour le moment pour sortir d'un système où il y a des rapports inégalitaires, des rapports de domination, où les petits pays, les petites nations, les nouvelles nations n'ont aucun choix que d'abdiquer et d'accepter des contrats d'adhésion qui comportent beaucoup de clauses léonines et qui vous laissent aucune perspective de développement, aucune perspective d'exercer votre souveraineté sur le plan international. Donc ce sont toutes ces problématiques qui se posent et qui font que, pas uniquement l'Algérie, beaucoup de pays ont l'ambition de vouloir aller vers une autre alternative, mais il faudrait aussi le préciser, ce sont des alternatives qui ne s'inscrivent pas dans la confrontation avec le G7 ou les nations nantis. Le plus important et l'ambition des nouvelles nations, c'est de construire une nouvelle gouvernance mondiale qui puisse sortir des logiques actuelles de domination, des logiques coloniales qui font que nous assistons depuis la Deuxième Guerre mondiale des guerres, des crises et des conflits en série qui ne s'arrêtent pas et malheureusement qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui laissent derrière elles des populations entières dans la détresse, dans la désolation et dans le dénuement. Justement, on va en parler. Monsieur Sapir, certains voient les BRICS comme un groupe de pays qui s'inscrivent dans l'anti-impérialisme. Les BRICS ont-ils les moyens de se fâcher avec les Européens? Peut-être, mais pas avec les Américains. Les BRICS, par exemple, pourraient accélérer le processus de dédollarisation qui est déjà en marche, selon vous. Oui, alors, très clairement, les BRICS n'ont pas une volonté d'affronter que ce soit les États-Unis ou les pays de l'Union européenne. D'ailleurs, même sur la question de la dédollarisation, Vladimir Poutine a dit lors de son intervention finale au Forum de Saint-Pétersbourg que la dédollarisation en tant que telle n'était pas un objectif de la Russie, n'était pas un objectif des BRICS. Mais maintenant, il faut reconnaître une chose. Il y a un usage politique du dollar qui est fait par les États-Unis, un usage unilatéral. Ainsi, par exemple, des pays qui veulent commercer avec d'autres pays peuvent être sanctionnés si les États-Unis décident que certains pays n'ont pas le droit de recevoir certains biens. Bon, c'est ce qui s'est passé, par exemple, entre la France et l'Iran, et tout simplement parce que la France et l'Iran utilisaient comme monnaie le dollar pour ces contrats. Même chose entre l'Italie et l'Iran, entre l'Allemagne et l'Iran. Bon, donc il y a un usage du dollar, un usage politique du dollar qui est fait par les États-Unis et qui a compromis de manière extrêmement importante le rôle du dollar comme
monnaie internationale. Donc, de ce point de vue-là, il est désormais clair que l'on verra plusieurs monnaies se substituer progressivement au dollar, que ce soit le yuan chinois, autrement dit le renminbi convertible, pour l'appeler par son nom, que ce soit peut-être cette nouvelle monnaie des BRICS dont on va beaucoup parler lors du sommet des BRICS qui aura lieu au mois d'août prochain. Mais Monsieur Sapir, je voudrais vous entendre aussi est-on en train de vivre la fin du dollar? Le phénomène de dollarisation, où en est-on exactement? Alors, on est en train de vivre le début, je dis bien le début d'un processus de restriction quant au rôle international du dollar. On peut penser que d'ici 5 à 10 ans, le dollar ne représentera plus que 35% des transactions mondiales, c'est-à-dire à peu près la moitié de son importance actuelle, et qu'il sera justement remplacé, que ce soit par le yuan, par la roupie, peut-être même par le rouble pour un certain nombre de choses, peut-être par le dirham. Bon. Et puis surtout, je pense, par la monnaie que les BRICS veulent construire. Et là, je renvoie justement au futur sommet des BRICS qui aura lieu au mois d'août prochain. Donc, ça ne veut pas dire que le dollar va disparaître du jour au lendemain. Il ne faut pas s'attendre à une disparition catastrophiste en quelques mois, mais qu'il va progressivement se restreindre. Et là, le problème qui va se poser, c'est comment les pays occidentaux, les États-Unis, mais aussi les pays européens de l'Union européenne qui ont décidé de faire cause commune avec les États-Unis, comment vont-ils s'organiser en leur sein, parce qu'il y a quand même une autre monnaie qui n'est pas négligeable, qui est l'euro. Est-ce que ça ne va pas aggraver le conflit entre le dollar et l'euro? Donc c'est tout ceci qu'il faut avoir en tête. Bien sûr. Monsieur Qassimi, si vous voulez, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Très bien. Monsieur Qassimi, l'Algérie, comme d'autres nations, sont à la veille sans doute, avec la guerre en Ukraine, d'un nouvel échiquier mondial, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays dans cette nouvelle équation? Vous savez que je vais terminer un peu l'idée que vous avez lancée tout à l'heure. Je vous dirais une chose, que le commerce international est dominé à peu près 75% ou un peu plus par le dollar. Donc une dédollarisation ne risque pas d'intervenir dans le moyen terme. Maintenant, les problématiques futures que nous devons nous poser. D'abord, il faut absolument éviter qu'il y ait une confrontation des monnaies. Nous ne voulons pas opposer le yen, le rouble ou d'autres monnaies au dollar ou à l'euro. Les problématiques de gouvernance, de bonne gouvernance mondiale, c'est de se poser la question et de savoir comment allons-nous construire la nouvelle architecture de gouvernance mondiale dans des complémentarités économiques pour aller vers l'amélioration du bien-être des populations et de réduire dans le temps et dans l'espace l'intensité des conflits et des crises. Voilà les plus grandes problématiques qui se posent à nous. Maintenant, l'Algérie, je vais revenir à notre pays. Rapidement, Monsieur Qassimi, s'il vous plaît. D'abord, notre pays est un pays qui est porteur d'un message, et notre président d'un message de paix, et notre président l'a fortement déclaré en Russie. Et là, l'Algérie pourrait éventuellement jouer un rôle très important en matière de médiation sur le dossier ukrainien. Et vous devez savoir que sur le dossier ukrainien, la liste des médiateurs n'est pas longue. Les Européens sont des co-belligérants et les Américains sont aussi des co-belligérants. Et là, la Russie a accepté la candidature de l'Algérie pour être médiatrice sur ce dossier. Et croyez-moi que les économies européennes, aussi bien américaines que le reste des économies, ne peuvent plus encore soutenir une crise aussi longue, aussi douloureuse et violente pour les économies mondiales. Malheureusement, le temps file. Jacques Sapir, rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Êtes-vous inquiet pour l'ordre mondial après la séquence post-Covid, les sanctions russes et le retour des nationalismes occidentaux? Rapidement, s'il vous plaît. Je pense que l'ancien ordre mondial est mort.
il faut en dresser le constat de décès, mais qu'un nouvel ordre mondial est probablement en gestation. Alors, la véritable question, c'est est-ce que les pays occidentaux reconnaîtront qu'ils n'ont plus le même poids qu'ils avaient dans les années 1980 ? Parce que dans les années 1980, oui, c'est vrai que les pays du G7, avec les États-Unis, avaient un poids tout à fait dominant dans l'économie mondiale. Ce n'est plus du tout le cas actuellement. Donc, vont-ils accepter cette multipolarisation ou vont-ils au contraire se replier sur eux-mêmes dans une logique de confrontation avec les nouveaux pays? C'est ça, d'une certaine manière, la question qui est posée aujourd'hui. Et ce que veulent faire les BRICS, c'est au contraire d'avancer vers la multipolarité et, d'une certaine manière, de dire aux Occidentaux, eh bien, il est temps aujourd'hui de partager à la fois les profits, mais aussi les responsabilités au niveau mondial. Nous y sommes prêts. Êtes-vous prêts à être des partenaires et à ne plus être des dominateurs? C'est entendu. Et ça, c'est une question effectivement. Parfait, on est obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Monsieur Sapir. Ça sera tout. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes économiste et historien aussi. Hassan Krassimi aussi était des nôtres, géopolitologue, qui, grâce à lui, a nourri le débat du jour. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau dossier de politique internationale. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.